In my brief address to the Citizens Disclosure hearing, I said that the United States and much of the Western world is ultimately controlled by an unelected, unaccountable cabal. Its apex is the banking and financial cartel, followed by the oil cartel, the CEOs of the largest and most powerful transnational corporations, major intelligence agencies, including the CIA, the FBI, and the NSA, and a major slice of the US military. Mon nom est Raymond Reddington. Le gouvernement des États-Unis m'a placé au sommet de la liste de fugitifs les plus recherchés du pays pour toute une série de crimes hauts en couleur et ne manquant pas d'un certain intérêt que j'ai pour la plupart commis. Voilà qui je suis. Vous, de votre côté, vous êtes selon mon opinion les 11 meilleurs journalistes d'investigation qui existent au monde. Je suis venu vous raconter une histoire. Je suis sûr que vous reconnaissez beaucoup de visages qui sont derrière moi. Ils comptent parmi les hommes et les femmes les plus puissants de la planète. Ils font également partie d'une conspiration de niveau mondial. Une organisation secrète qui s'est répandue au travers des 5 continents et qui, tout au long des 3 dernières décennies, a réuni en son sein les principaux leaders des gouvernements mondiaux et des grandes entreprises. Certains appellent ce groupe la Cabale. Le monde dans lequel vous vivez est le monde dans lequel ils veulent vous faire croire que vous vivez. Ils déclenchent des guerres, ils provoquent le chaos, et lorsque ça leur convient, ils résolvent les conflits. Les membres de la Cabale génèrent plus de mouvements de capitaux en un trimestre que la Banque mondiale en une année complète. Leur association affecte de façon profonde et radicale tous les aspects de la vie de l'humanité. La valeur et la distribution des biens essentiels. Argent, armement, eau, pétrole, la nourriture qui nous est nécessaire pour vivre, et l'information dont nous avons besoin pour nous dire qui nous sommes. Peut-on savoir ce que vous attendez de nous en nous révélant ces infos? Étudiez-les. Conduisez une enquête, déterminez la vérité et ensuite faites-la connaître. Cependant, je vais être très clair. Mener une enquête sur ce groupe va immédiatement faire de vous une menace à éliminer. Si vous faites ce que je vous propose, vous mettrez non seulement vos vies, mais aussi la vie de ceux que vous aimez en très grave danger. Mais la vérité finira par sortir. Nous ne serons plus tous là le jour où cela arrivera. Mais j'en suis sûr, la vérité éclatera. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France, amie du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. I get hundreds of emails from decent Americans and like-minded individuals in a dozen countries who want nothing more than the end of militarism and a massive shift in priorities toward universal peace and justice. Quite a few are involved in small projects that are making a significant difference at the micro level. But most of them are realists and recognize that the cabal doesn't want peace and justice. It wants power, wealth, and empire. So what can an individual do in the face of unprecedented power and wealth? The cabal, headed by the banking cartel, has almost unlimited financial power. But we, the people, have the numbers and must combine our limited power to form a critical mass that can move mountains. Of course, I got to know many members of Congress. I'd been trying to testify
for a long time, and actually I have never testified in Congress. I did, at the request of the Senate Select Committee on Intelligence, submit written testimony, but after they read the written testimony that I was going to submit, I never got called to testify. I've written 2 books, one of which is in the Harvard Business School library. I've lectured at universities all over the country and in many countries. People wonder, you know, how this guy with a bachelor's degree from UCLA came to know all this shit. Well, this comes from 30 years of learning how to scan mainstream media and read it. A way of finding stories from around the world that tell you all the things that are really going on, that are not played on the headlines, but they're the kind of stories that people who really make decisions know how to look for. And then how to connect them, how to place the dots close enough together so that they can be connected. I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic model. When you are subverting the power of government, that's a fundamentally dangerous thing to democracy. And if you do that in secret consistently, you know, as the government does when it wants to benefit from a secret action that it took, it'll kind of give its officials a mandate to go, hey, you know, tell the press about this thing and that thing, so the public is on our side. But they rarely, if ever, do that when an abuse occurs. That falls to individual citizens, but they're typically maligned. You know, it becomes a thing of these people are against the country, they're against the government, but I'm not. I'm no different from anybody else. I don't have special skills. I'm just another guy who sits there day to day in the office, watches what's happening, and goes, this is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. And I'm willing to go on the record to defend the authenticity of them and say, I didn't change these. I didn't modify the story. This is the truth. This is what's happening. You should decide whether we need to be doing this. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... On a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les essences, mais ça on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école? À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera, de ce point de vue, quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Est-ce que on va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes comme les RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés, qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer des puces pour se protéger des puces, c'est-à-dire se créer des garde-fous contre ce maillage très dense de toutes ces informations nous concernant? Ah ben oui, parce que on l'a dit dans plusieurs émissions, le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Donc je pense que il y aura des systèmes de brouillage qui vont apparaître. Ils existent déjà. Brouillage des ondes émises par la puce. Et il y aura aussi, de la part de chacun d'entre nous, une exigence morale et matérielle de vérifier en permanence qu'on n'est pas involontairement connecté.
comme... C'est ce qui va être le plus difficile, certainement. Bah oui, comme les gens plus ou moins importants, ou qui se croient tels, qui font en permanence vérifier que leur bureau n'est pas sous écoute, il y aura, de la part de chacun d'entre nous, une vérification permanente, une vigilance à l'égard du branchement involontaire sur des réseaux sur lesquels on ne souhaiterait pas être connecté, et dans lesquels on est déjà de mille et une façons en relation avec les autres sans le savoir. Pour établir une domination totale, les dissidents doivent être contrôlés. Il lui faudrait nous confisquer nos droits, espionner des citoyens ordinaires et scruter le moindre aspect de nos vies. Au petit matin, je savais qu'une élite de puissants avait presque tout mis en place pour dominer le monde. Et j'ai compris alors avec effroi que Big Brother n'allait pas arriver. Il était déjà là. Nous sommes déjà dans la matrice. Comment en sortir ? Pour envisager ce que j'avais compris, je devais découvrir à quoi ressemblait et comment fonctionnait leur structure de domination. Un groupe relativement restreint, composé de quelques familles, notamment les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et les Carnegie, ainsi que les Harriman et les Schiff, les Warburg, sont à la tête de l'élite dirigeante dans l'Occident depuis des générations. Je ne suis pas en train de dire que chacun des membres de ces familles ont un rôle à jouer dans ce programme de domination mondiale, ni même qu'ils en sont conscients. En revanche, je suis convaincu que les chefs de ces dynasties contrôlent les intérêts commerciaux et financiers qui servent à exécuter ce sombre projet, responsable de la destruction de si nombreuses vies. Les personnes qui mettent en place ce programme dans le secret sont connues sous de nombreux noms. Des rapports ayant filtré ont révélé qu'ils se réunissent partout dans le monde, à l'abri des regards, pour discuter de leur programme. Ensuite, avec la précision d'une montre suisse, leurs plans commencent à apparaître dans les secteurs médiatiques, financiers, commerciaux et militaires. Bien entendu, toutes les personnes impliquées dans ces groupes ne prennent pas part aux décisions. Il existe une hiérarchie en termes de savoir et d'implication. L'œil omniscient est l'un des principaux symboles de cette élite dirigeante. Il figure sur le billet de $1, sur les emblèmes du système de surveillance de masse américain appelé « Connaissance complète de l'information » et de l'agence de renseignement britannique MI5, et surplombe même la Cour suprême de l'État d'Israël, conçue et financée intégralement par les Rothschild. Je pense qu'ils ont repris l'image majestueuse de la pyramide de Khéops et de son légendaire sommet métallique afin d'en pervertir le sens. Les personnes au sommet de la pyramide peuvent suivre et contrôler celles qui se trouvent au-dessous. Certains ont utilisé ces informations de façon malhonnête afin de promouvoir l'antisémitisme. Ils prétendent, à tort, que ce programme est l'œuvre des Juifs et alimente un racisme permanent qui ébranle et détruit tant de vies. Que ce soit clair, ce programme n'est certainement pas l'œuvre des Juifs. Des recherches ont montré que les dirigeants des banques centrales ont financé les deux camps lors de la Seconde Guerre mondiale, et même certaines entreprises complices d'Hitler dans les atrocités commises envers les Juifs. Étant donné que ces personnes disposent de plus d'argent que leur famille n'en aurait besoin pendant des générations, et étant donné qu'ils détiennent le pouvoir de créer de l'argent, je ne pense pas que la richesse soit leur objectif final. Une fois que vous possédez tous les biens matériels dont vous pourriez rêver dans la vie, que reste-t-il d'excitant? Pour la majeure partie des gens, la réponse est le pouvoir mondial. Ils sont devenus une élite intellectuelle. Ils ont commencé à penser qu'ils avaient un meilleur plan que celui de n'importe qui d'autre. Ils ont dans l'idée que la liberté est dangereuse. Si vous donnez la liberté aux gens, que vont-ils en faire? Ils ne vont probablement pas l'utiliser de façon raisonnable comme on pourrait le penser. Nous sommes plus intelligents qu'eux et pour leur propre bien, nous devons les diriger. I got a call one day from an attorney woman I knew, and she said, would you like to meet one of the Rockefellers? I said, sure, I'd love to. And we became friends, and he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that there's going to be an event there, and out of that event, you're going to see, we're going to go into Afghanistan, so we can run pipelines from the Caspian Sea. We're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East, and we're going to go into Venezuela and try and get rid of Chavez. And the first two they've accomplished. Chavez they didn't accomplish. And he said you're going to see guys going into caves looking for looking for people that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this 'this 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 'this
by having this war on terror, you can never win it because it's an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He said, but the media. The media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things. You keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9/11, which is another lie. Through 9/11, then you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran. You know, and it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. Now, I would say, what are you doing this for? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said to him, what are the ultimate goals here? He said, the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip, and have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off their chip. How far will the sickness of power go? To what lengths will those in control go in order to maintain and preserve their positions? We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. George Orwell, in his famed and possibly prophetic work, 1984, stated, "Power is not a means, it is an end. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power." Today, symptoms of a surveillance society continue to grow as irrational fears of invisible enemies, coupled with rising economic instability, spread across the globe. It is under this guise of security that we can foreshadow a world where everyone is tracked, everyone is on camera, and everyone is subordinated. The most incredible aspect of all, such totalitarianism would likely not be forced upon the people. Rather, the people will demand it. For the social manipulation of society through the generation of fear and division has completely inhibited the culture. Religion, patriotism, race, wealth, class, and every other form of arbitrary, separatist identification and thus conceit has served to create a controlled population, utterly malleable in the hands of the few. Divide and conquer is the motto, and as long as people continue to see themselves as separate from everything else, they lend themselves to being completely enslaved. However, if the people ever realize the truth of their relationship to nature, and the truth of their personal power to effect change, the entire manufactured zeitgeist that's preyed upon would collapse like a house of cards. Idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul? C'était plus simple. Espèce de sale mangeur de viande. Qu'importe ce qu'a pu être votre monde de barbares, je ne digère pas le fait que vous ayez porté l'insigne de la police. Je vous renvoie là-bas, John Spartan. Oui, je vous renvoie là-bas. Messieurs, je vous en prie. Why should people care about surveillance? Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude, to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer. Clinton replied, and I quote, "Sarah, there's a government inside the government, and I don't control it." End of quote. Imagine
the President of the United States and Commander-in-Chief of the Armed Forces isn't cleared to know what his troops are doing. Well, with the end of the Cold War, the Pentagon wrote a new defense plan, popularly known as a project for the new American century. It was very far-reaching and involved conquest of much of the world by financial or military means, whichever was easiest. The document, which very few people were aware of, admitted that it was so far-reaching that it might be too much for Americans to swallow in the absence of some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor. Well, Lady Luck appeared to be on their side in the form of September the 11th, 2001. SDF. Mais écoute-moi, ce fasciste, tout ça, c'est du baratin. Les limites du monde libre ont toujours existé et créé des rapports de force en équilibre précaire. Et plus les fanatiques poseront des bombes, plus les priorités des citoyens changeront. Bah là, il a pas tout à fait tort. Il faut garder la réalité Bobby. en face. Non, mais d'où il sort, ce connard? Il dit qu'il est temps de mettre fin à la liberté de la vie privée. T'as envie d'un téléphone sur table d'écoute, toi? Je n'ai pas envie de poser des bombes dans tout le pays. Remarque, qu'est-ce qu'on en sait? Si ça se trouve, tu as des tas de secrets inavouables. Il va falloir que tu me fasses confiance. J'ai une idée. Il faut qu'on espionne que les criminels. C'est pas la peine de suspendre les droits civils des gens respectables. Voilà. Mais qu'est-ce qui va faire le tri? Toi, tu ferais du bon boulot. Je t'assure, Bobby, je trouve que tu as tort de plaisanter avec ça. Et moi, je trouve que tu prends cette histoire assez au sérieux pour nous deux. Et la moitié des habitants du quartier. Et n'oubliez pas que l'ennemi... The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media all of these disclosures. They'll know the lengths that the government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society and global society. But they won't be willing to take the risks necessarily to stand up and fight to change things, to force their representatives to actually take a stand in their interests. And the months ahead, the years ahead, it's only going to get worse until eventually there will be a time where policies will change, because the only thing that restricts the activities of the surveillance state are policy. Even our agreements with other sovereign governments, we consider that to be a stipulation of policy rather than a stipulation of law. And because of that, a new leader will be elected. They'll flip the switch, say that because of the crisis, because of the dangers that we face in the world, you know, some new and unpredicted threat, we need more authority, we need more power, and there will be nothing that people can do at that point to oppose it, and it'll be turnkey tyranny. So the choice is yours, Mr. President, to decide if it will be the people or the cabal. There must be full disclosure of what the cabal and the U.S. shadow government have been doing since World War II. And because the lights didn't work, I won't pay the rent, so we get better lighting and we don't pay the rent, right? Right? No, get those lights off. Off! Turn them off, they're too bright, turn them off. Turn them off, let's go, ready? Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights, turn them off. So much nicer. No, that's the way we have to negotiate for our country. Vous avez passé votre vie entière à rechercher la vérité qui se cachait derrière chaque grand complot, et ce n'est que maintenant que vous découvrez qui je suis. Ou bien ça prouve seulement que vous êtes doué pour vous cacher du reste du monde. Me cacher? Je suis dans le bottin, même si plus personne ne sait ce que c'est de nos jours. Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé, c'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news.
Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but? Le but ultime. Donc, lorsque j'ai appris que vous connaissiez enfin mon existence, mon cher Mulder, j'ai pensé qu'il serait plus professionnel de vous rencontrer pour vous dire ce qui va suivre en personne. Vous êtes mort. Oh. Non, ça sonne mal. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes un has-been. Votre heure de gloire est derrière vous. Je vois. Et qu'est-ce que vous appelez mon heure de gloire? Eh bien, c'est une période au cours de laquelle les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Et ça ne m'étonnerait pas que les jeunes trouvent une formule pour décrire le phénomène. Poco, par exemple. On les entendra dire « Oh, c'est trop poco ». Là, vous regretterez vraiment de ne pas être mort. Tant que la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Comment ça? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors... Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je ne serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quoi? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'il faut en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but, la propagation de fausses informations sur le net? Peut-être bien. Vous savez, notre président actuel a dit quelque chose d'une grande profondeur. Il a dit « Personne n'en a la certitude ». À quoi faisait-il allusion? Qu'est-ce que ça peut faire? The choice is ours. We are the ones who are destined to write our own history.